la une de l'actualité ce soir, Roch-Marc Christian Kaboré, aux journées sur le développement à Bruxelles, décline sa vision du développement du Burkina. Il a insisté sur ce que son gouvernement compte développer comme politique et économique, mais aussi comme lutte contre l'impunité. Dans ce journal, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux. Et puis ce développement économique du Burkina a besoin d'énergie. C'est pourquoi la première centrale solaire du pays, dont les travaux sont lancés ce matin à Zaktouli, suscite l'espoir. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a présidé la cérémonie. La centrale aura une capacité de production de 33 MW et doit permettre de réduire la dépendance énergétique du Burkina. Le ministère de l'Action sociale fait le point des actions menées pour soutenir les familles des victimes ou des parents des victimes de l'insurrection de 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. Près de 80 millions de francs CFA ont été dépensés pour ces familles, mais un accompagnement qui fait polémique. La sincérité de certaines personnes est remise en cause. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. À l'ouverture des journées sur le développement hier à Bruxelles, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris la parole pour décliner sa vision du développement du Burkina Faso. Il a fait d'abord le bilan des événements qui ont été un handicap pour la démocratie burkinabé et rappelé ensuite ce que son gouvernement compte développer comme gouvernance et comme lutte contre l'impunité. Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga sont nos envoyés spéciaux à Bruxelles. La voix du Burkina a résonné à l'ouverture de ces journées européennes du développement. Devant les chefs d'État, les chefs de gouvernement et délégations venus du monde entier, Roch-Marc Christian Kaboré fait un bref rappel des événements qui ont émaillé le Burkina ces 2 dernières années et explique ce qui est fait pour tendre vers l'irréprochabilité pour ce qui concerne la bonne gouvernance. Sous ma direction, le Burkina Faso s'est engagé à vider les dossiers pendants devant la justice qui ont longtemps défrayé la chronique au niveau national et préoccupé nos partenaires internationaux. Au nom de ceux-ci, l'affaire Thomas Sankara, mais aussi les dossiers relatifs à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les crimes de sang, les crimes économiques et politiques sous la 4e République. La lutte contre la corruption et de manière plus globale, la mise en œuvre de bonnes pratiques à travers les audits sur la gestion des gouvernements précédents et le devoir de redevabilité qui pèse désormais sur toute personne exerçant une parcelle de l'autorité de l'État devront nous permettre d'assainir le climat des affaires et d'attirer au Burkina Faso des investissements directs. C'est le lieu pour moi de porter à votre connaissance que pour financer le plan national de développement économique et social, tous nos partenaires économiques et financiers sont conviés à y apporter leur contribution. Pour le président du Faso, c'est avec la conjugaison des efforts de tous que le monde pourra créer de manière durable les conditions de paix, de stabilité et de prospérité. Et pour ce faire, il appelle l'Europe à y contribuer fortement dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. Toujours à Bruxelles, au cours d'un panel qu'il a présidé, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est revenu sur le rôle de la jeunesse burkinabé dans le développement du pays. Est-ce que son gouvernement compte entreprendre à l'intention des jeunes? Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga. Ce qui est fait dans leur pays pour promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable. Quelles sont les mesures prises pour assurer l'accès de tous à la justice et mettre à tous les niveaux les institutions efficaces, responsables et ouvertes? Voilà les questions auxquelles les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Faustin Touadéra ont répondu au cours de ce panel aux Journées européennes du développement. À leur côté, la vice-présidente de la Commission européenne, un jeune leader africain et un expert dans l'observation des élections. À ce panel, le président du Faso a d'abord relevé ce qui est fait dans les piliers de l'économie burkinabé, que sont l'agriculture et l'élevage. Roch-Marc Christian Kaboré s'est ensuite penché sur le cas de la jeunesse et pour lui, rien de durable ne peut se faire sans elle. Dans l'assistance, c'est un public qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'expérience burkinabé. Le sentiment général qui se dégageait visiblement est que le Burkina est sur la bonne voie et qu'il doit continuer sur cette lancée.
Il a parlé très honnêtement, je crois, et il a donné un bon discours, une bonne analyse de son pays. Il a parlé des défis, mais aussi des efforts. La sécurité était également au cœur de ce panel. La vice-présidente de la Commission de l'Union européenne a insisté sur la nécessité pour son institution d'accompagner l'Afrique dans ce domaine. Car pour elle, la sécurité est au cœur de toute entreprise et renforcer la paix chez les autres, c'est aussi consolider la paix. Dans l'actualité ce soir, Paul Kabatieba, le Premier ministre, vient de lancer ce jeudi les travaux de réalisation de la première centrale solaire du Burkina à Zaktouli, dans la périphérie de la capitale burkinabé. La centrale aura une capacité de production de 33 MW et doit permettre de réduire la dépendance énergétique du Burkina Faso. Les travaux sont prévus durer 14 mois. Aboubakar Sagnon. Le Premier ministre et le ministre en charge de l'énergie fixent ensemble la première plaque de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli. L'acte symbolise l'entame de la marche du Burkina Faso vers les énergies renouvelables. Dans 14 mois, 129 600 modules photovoltaïques de ce type seront fixés sur ces sites de 60 hectares. La centrale produira 33 MW qui seront injectés dans le réseau de distribution de la Sonabel. L'énergie qui sera produite ici coûtera entre 30 et 40 francs CFA le kilowattheure, alors que celle produite par la Sonabel coûte 140 francs le kilowattheure. Nous avons le coût du kilowattheure le plus élevé de tous les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce qui constitue donc un gros handicap en termes de compétitivité pour l'économie burkinabé. Donc, la construction de cette centrale de Zaktouli va permettre de résoudre deux problèmes fondamentaux. Ça va atténuer, diminuer considérablement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Et deuxièmement, ça va ramener donc, dans des moyennes acceptables le coût moyen du kilowattheure pour rendre l'économie nationale beaucoup plus compétitive. La réalisation de ces projets représente un investissement de plus de 31 milliards de francs CFA. Plus de 16 milliards sous forme de dons de l'Union européenne et 14 milliards sous forme de prêts accordés par l'Agence française de développement. La stratégie de l'Union européenne appuie 3 objectifs majeurs. Donner accès à l'énergie pour tous, doubler la part des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, se focaliser sur 3 défis majeurs que sont la volatilité du prix et la sécurité énergétique. La construction de cette centrale solaire est le premier projet du genre au Burkina et même en Afrique de l'Ouest. Elle permettra la diversification des sources d'énergie, la réduction de la dépendance énergétique du Burkina et l'acquisition par la Sonabel d'expériences en matière de production d'énergie solaire photovoltaïque de grosse puissance. Autre point de l'actualité ce soir, après une courte période d'exception, insurrection et transition oblige, le Burkina renoue avec les conseils municipaux. Et pour accompagner le fonctionnement des collectivités territoriales, le ministère en charge de la décentralisation vient de lancer ce matin un programme d'appui à la participation citoyenne. Le programme va contribuer au renforcement des capacités des nouveaux élus et permettre de jouer pleinement leur rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Maxime Zongo. Rendre les communes concernées capables de fournir de meilleurs services publics, telle est l'ambition de ce vaste programme qui a été officiellement lancé ce jeudi à s'appuyer dans le Ziro. La gouvernance locale, le renforcement des capacités, le financement des plans locaux de développement et la mise en réseau des communes urbaines et rurales, ce sont là les composants de ce programme d'appui à la décentralisation. Ces communes auront un peu plus d'infrastructures, ça c'est un. Donc, présenteront une nouvelle physionomie. Deuxièmement, les populations de ces communes-là seront plus aptes à participer et à veiller à ce que les programmes qui se passent dans leur commune le soient avec leur contribution. D'un coût estimé à plus de 12 milliards 406 millions de francs CFA, 99% de ce montant est financé par la coopération suisse. Et c'est vraiment le bilan et puis le souhait de continuer à appuyer le pays dans son processus de décentralisation
qui nous a motivés de continuer de lancer ce nouveau programme. Sont concernées par le programme 25 communes réparties dans les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest et du Sahel. Le programme, qui a une durée de 3 ans, sera exécuté par 3 partenaires que sont le laboratoire Citoyenneté, le consortium GEDES et Helvetas. Je vous le disais en titre, le ministère en charge de l'action sociale fait le point des actions menées pour soutenir les familles des victimes ou des parents des victimes de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015. Près de 80 millions de francs CFA ont été dépensés pour apporter du soutien et du réconfort aux familles endeuillées et aux blessés. Mais un accompagnement qui fait polémique. Draman Dadjan. 7 responsables face à la presse. Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille fait ici le point des actions menées en faveur des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Solidarité, oui, il y en a eu. Et près de 80 millions de francs CFA ont été dépensés au profit des victimes les plus touchées, allant de la prise en charge des blessés à l'assistance alimentaire. Notre département estime avoir su tenir le rôle qui est le sien en assurant l'écoute active des victimes, en leur apportant l'assistance psychosociale et matérielle immédiate dont elles avaient besoin. D'autres actions sont en cours et viendront compléter celles déjà menées sur le terrain. Ce n'est pas un dédommagement ou une indemnisation, mais plutôt un accompagnement social. Précision donnée aux journalistes, car la liste des bénéficiaires fait des mécontents au sein de certaines associations de défense des victimes. Et je vous partage un cas où, à l'occasion de l'insurrection, si la liste des personnes décédées, il y avait un nom. On a tout fait. La personne s'assoit chaque jour, que Dieu fait avec nous. Finalement, on a découvert, mais tu n'es pas mort. Dis-nous que tu n'es pas mort. Pour les victimes de l'insurrection et du coup d'État manqué qui seraient passés aux oubliettes, le département en charge de la solidarité nationale se veut plus accueillant et les invite à se déclarer. L'accompagnement des familles des victimes est un élément important pour la réconciliation. Mais le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, appelé à connaître des milliers de dossiers, éprouve des difficultés dans son fonctionnement. Il n'a pas de siège propre et aucun budget n'est encore disponible pour l'institution. Son président Benoît Kambou est allé évoquer ces difficultés avec le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. À sa sortie d'audience, Benoît Kambou s'est confié à Oumar Zombré. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, reçu par Paul Kaba-Tieba, Benoît Kambou et sa délégation sont venus faire part des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de la tâche qui leur est confiée. Depuis qu'on a été installé le 22 mars, jusqu'à ce jour, on n'a pas de budget et on n'a pas non plus de siège puisque nous squattons au premier étage du Conseil économique et social. On sait que le Premier ministre a quitté l'ancien bâtiment. Alors donc on lui a demandé par l'intermédiaire de la présidence s'il y avait possibilité de mettre l'ancien bâtiment à notre disposition. Le budget, on nous a dit de nous contenter du budget arbitré et que les améliorations viendront ensuite. Malgré toutes ces difficultés, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale ne s'est pas tourné le pouce. Nos textes fondamentaux, on les a tous adoptés et on a même eu des ateliers de formation dans le cadre du renforcement des capacités des membres. Vous savez que nous venons d'horizons divers et il faut une mise à niveau quand même pour maîtriser au moins la loi, les termes de la loi qui nous créent. Concernant les 5065 dossiers de crimes, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale dit avoir déjà défini une méthodologie d'examen de ces dossiers. Quant à leur ouverture, le président Benoît Kambou rassure que cela ne saurait tarder. Et avant de poursuivre, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi au palais de justice de Ouagadougou. Le feu a touché un des bureaux du tribunal de grande instance, consumant quelques dossiers. Écoutons le procureur du Faso sur l'incendie. Maïsa Sérémé est interrogé par Issa Lankwande. Il y a eu un début d'incendie dans un bureau du tribunal de grande instance de Ouagadougou, un bureau qui s'occupe du greffe civil.
Heureusement que l'incendie a pu être circonscrit à temps. Vu le dynamisme des agents et du personnel qui était là, l'incendie a pu être circonscrit à temps. Donc on a fait appel aux sapeurs-pompiers qui sont venus nous aider aussi. Et la police scientifique est venue faire le constat avec l'équipe du commissariat central. Donc nous attendons leur rapport avant de nous prononcer. Il y a des dossiers effectivement qui sont dans l'eau. Il y a du matériel bureautique qui a été dégradé. Mais comme je l'ai dit, vu la promptitude de la réaction, les dégâts ont pu être circonscrits. Face à la presse ce matin, le gouvernement burkinabé s'explique sur les récents événements qui ont touché l'examen du BEPC session 2016. Le gouvernement qui revient également sur l'accord trouvé pour sauver le baccalauréat session 2016. La synthèse avec Ismaël Sirima. La question de la perturbation ou tentative de perturbation des examens du BEPC a été au cœur de la communication du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'exposé des faits présente 2 enseignants qui ont refusé de rejoindre leur poste, à la différence de 14 autres qui, dans la même situation, ont obtempéré. Nous ne pouvons pas vouloir le changement et être permanemment contre toute sanction, même à l'endroit des gens qui ont fauté et clairement fauté. Il a aussi souligné une insuffisance budgétaire de l'ordre d'1,5 milliard rencontrée lors de l'organisation des examens du BEPC, CAP et BEP 2016. Nous avons aussi connu des difficultés d'insuffisance de feuilles de composition dans les jurys, notamment de la ville de Ouagadougou, en début d'épreuve. Également, la lenteur de certains prestataires dans la livraison des matières d'œuvre des examens de l'enseignement technique a quelque peu parfois retardé le début du déroulement des épreuves pratiques. Pour sa part, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a d'abord présenté les points d'accord trouvés avec les syndicats, notamment ceux concernant la révalorisation de la grille salariale ainsi que la prise en charge des examens. Des accords qui permettront aux 71 000 candidats pour le bac, repartis dans 276 jurys, d'être assurés de composer dans la sérénité. Le budget prévisionnel de l'organisation du baccalauréat session 2016 est de 3 72 562 000 francs CFA. D'autres questions, comme celle des retards à l'université, des volumes horaires, ainsi que de la discipline des étudiants et des enseignants, se sont invités à la table. Et au ministre Filiga de répondre que ce sont des questions qui seront débattues en septembre entre gouvernement, syndicats et acteurs concernés. La société burkinabé de télédiffusion SBT vient d'acquérir sa licence d'établissement et d'exploitation pour un réseau de télédiffusion numérique. Le document vient de lui être délivré ce matin par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est un tournant décisif pour la mise en œuvre de la TNT, la télévision numérique de terre au Burkina. Abdelaziz Yadjibou. Un pas important de franchi dans la progression du Burkina vers la télévision numérique de terre, TNT. La société burkinabé de télédiffusion SBT est désormais officiellement autorisée à passer à la phase opérationnelle du processus. Boulevard ouvert par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP qui octroie à la SBT une licence d'exploitation d'un réseau de télédiffusion numérique. À travers donc la loi qui consacre la transition vers le numérique, il a été prévu que l'opérateur de diffusion, pour pouvoir donc exercer, doit avoir une licence individuelle. Par ces paraphes, l'opérateur de diffusion s'engage ainsi à se conformer aux exigences du cahier des charges. Exigences au nombre desquelles la non-discrimination envers les éditeurs ainsi que l'offre de services de qualité conformément aux standards internationaux. Nous avons pu mobiliser le financement avec l'accord du gouvernement. Ça s'élève à plus de 40 milliards. Et donc, c'est vraiment le démarrage des travaux. Présentement, ça sera la phase de production des équipements qui vont être transportés puis mis en installation sur les différents sites
à travers le pays. L'État a fait une concession qui a permis de ramener le coût effectif du déploiement à 22 milliards 500 millions en gros. C'est ensuite un emprunt qui est contracté par l'État, même si c'est la SBT qui l'engage, et l'État est la garantie donc de cet emprunt-là. Ressources financières mobilisées et réglementations respectées, à l'équipe de la SBT d'aller au charbon afin de permettre au Burkina de basculer définitivement dans le numérique dans de meilleurs délais, comme le recommande l'Union internationale des télécommunications. Près de 6000 candidats sont à l'épreuve depuis ce 15 juin pour le certificat de qualification professionnelle au Burkina. L'examen comprend une phase théorique et une phase pratique. Il s'agit d'évaluer les aptitudes des candidats à concevoir et à construire. L'objectif étant de procéder à la reconnaissance de leurs compétences à travers un parchemin. Olopoda. C'est parti pour les examens du certificat de qualification professionnelle. Si les épreuves théoriques se sont déroulées hier, celles pratiques ont été lancées ce 15 juin. À Koudougou, les épreuves pratiques consistent à tester l'aptitude des candidats en conception et réalisation en meubles bois et en construction métallique. Ce diplôme que je vais avoir, ça va beaucoup m'aider. Et puis, je vais ouvrir un grand atelier avec ça, quoi. Voilà. Et puis, avec ce diplôme aussi, je peux avoir les marchés de l'État. Ça aussi, c'est une bonne chose. Au total, 5900 candidats sont à la conquête du brevet de qualification professionnelle. Répartis dans 13 centres, en raison d'un centre par région, ils seront évalués dans 11 métiers. Et c'est dans l'optique de s'imprégner du bon déroulement de cet examen que le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle s'est rendu sur le site de Koudougou. Et aujourd'hui, il faut élever le niveau de qualification professionnelle de nos jeunes pour permettre à ces jeunes d'avoir un métier et pour leur permettre par la suite de pouvoir s'insérer par l'auto-emploi et pouvoir créer des micro-entreprises. Environ 414 millions de francs CFA sont mobilisés pour le bon déroulement de cette session 2016 du certificat de qualification professionnelle qui va prendre fin le 21 juin prochain. Après 3 jours de séjour au Burkina, le directeur général de l'Association économique germano-africaine a achevé sa visite par une conférence de presse. On retiendra que la visite a été fructueuse et qu'il repart avec un carnet d'adresses fourni. Des hommes d'affaires allemands sont attendus dans les mois à venir au Burkina. Moumouni Soubeiga pour les détails. Venu approfondir les relations entre le secteur privé allemand et les entreprises burkinabais, le directeur général de l'Association économique germano-africaine affiche une note d'optimisme. Pour Christophe Kainen-Guichet, l'Allemagne et le Burkina constituent des potentiels marchés à échanger. Il y aura des acteurs qui sont bien intéressés de s'engager dans ce pays. C'est dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'infrastructure publique. Le directeur général de l'Association économique germano-africaine quitte le Burkina avec un carnet bien rempli. Et de retour au pays, il compte œuvrer au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Nous avons eu des entretiens avec le gouvernement, mais aussi avec la Chambre de commerce, le patronat et autres acteurs du secteur économique. Nous avons essayé d'inviter des acteurs et des opérateurs relevants de se rendre en Allemagne pour avoir la possibilité de donner à un plus grand nombre d'entreprises une impression authentique des potentialités du marché du Burkina Faso. L'Association économique germano-africaine dit encourager la bonne gouvernance, facteur indispensable pour favoriser les investissements. L'association regroupe un vaste réseau d'entreprises qui œuvrent à l'exportation et aux échanges commerciaux entre les acteurs allemands et étrangers. Persil, épinards, menthe, oseille, presque tout ce qui se fait dans un jardin ordinaire peuvent pousser sur des tables, des sacs et autres objets de récupération. Le concept s'appelle micro-jardinage et est promu par la FAO depuis bientôt une décennie dans des pays comme le Sénégal et le Niger. Au Burkina Faso, ce n'est que cette année que la première expérimentation vient d'être réalisée. Le but est de faire du jardinage dans tout type de milieu. Le ministère de l'Agriculture compte sur cela pour une source de revenus. Ismaël Diloma, Sirima. Du jardinage fait sur des tables. Ce concept est appelé micro-jardinage.
Épinards, menthe, persil, oseille, presque tout ce qui se fait dans un jardin ordinaire se fait dans ce jardin. Mis au point il y a une dizaine d'années, ce concept permet de faire du maraîchage dans tout type de milieu. Vous pouvez même faire ce jardin dans un appartement au 15e, 16e étage. Donc c'est vraiment une culture bien spécifique aux zones à forte densité de population où nous n'avons pas d'espace. Et nous pensons également que c'est un programme qui peut générer des revenus permettant aux populations d'avoir accès aux céréales. Et donc, de ce point de vue, le ministère accorde une importance aux résultats qui seront présentés. Ce concept a été expérimenté au Burkina Faso de mars 2015 à mars 2016. Et c'est le projet micro-jardinage de la FAO qui a piloté les travaux. Le projet demandait la mise en place de 2 centres. Un centre de formation et de démonstration, un centre de production communautaire et une unité pédagogique au sein d'une école primaire publique. Et tous ces centres ont été mis en œuvre, mis en place. Et il y a eu des formations et les bénéficiaires ont été dotés de tables de production de micro-jardins. Et ils sont au nombre de 260, les bénéficiaires directs du projet. Un projet que le ministère en charge de l'agriculture veut reprendre à son compte. Agriculture toujours, les membres du comité technique du programme national du secteur rural se sont réunis ce jeudi pour passer en revue la première phase du programme. Une première phase qui a concerné la période 2011-2015. Et pour la seconde phase, les réflexions sont orientées vers une modernisation de l'agriculture avec un accent particulier sur l'intensification et la prise en compte des femmes et des jeunes dans le secteur de l'agriculture. Adama Koulibaly pour les détails. Réunis pour leur première session de l'année 2016, les membres du comité technique interministériel du programme national du secteur rural vont apprécier le contenu des rapports d'évaluation et analyser les performances enregistrées. Il s'agira aussi d'évoquer les grandes thématiques et questions avec des solutions en perspective. L'objectif de cette rencontre, c'est de permettre aux membres du comité technique interministériel d'apporter leur contribution à la validation du document final qui va nous servir de cadre d'orientation pour notre travail dans les 5 années à venir. L'un des points non moins importants de cette session sera sans doute la proposition d'orientation pour la formulation du PNSR2 à l'horizon 2025. C'est en fait une modernisation de l'agriculture au sens large, agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire une intensification de l'agriculture. C'est aussi en fait la prise en compte des femmes, des jeunes dans le secteur rural. Le programme national du secteur rural mis en œuvre pour sa première phase entre 2011-2015 vise à contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique et à la réduction de la pauvreté. De leur côté, les membres du Conseil national de l'eau se sont retrouvés également ce 15 juin à Zinyaré pour évaluer les actions menées par le Conseil. Ainsi, le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta et le programme de gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement ont fait un examen de leurs actions pour le Burkina. Le point avec Tanga Robert Kafando. À cette 30e session ordinaire du Conseil national de l'eau, 2 points figurent à l'ordre du jour. Le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta à l'horizon 2030 et le programme de gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement 2016-2030. Dans l'anticipation, on a pu également préparer les programmes à même de soutenir la nouvelle vision du gouvernement en alignement avec la vision internationale que sont les objectifs de développement durable. Donc je peux dire globalement que nous pensons que nous sommes vraiment dans une bonne dynamique pour ce qui est en tout cas de l'organisation de la gestion des ressources en eau au niveau du pays. Et c'est Zinyaré qui accueille les participants pour une journée de réflexion et de propositions à soumettre au premier responsable du département en charge de l'eau, ici représenté par le gouverneur de la région du Plateau central. C'était ces documents qui sont soumis à la validation du Conseil national de l'eau pour qu'à l'horizon 2030, tous les Burkinabés aient l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement.
Créé en 2001, le Conseil national de l'eau est une instance consultative auprès du ministre chargé de l'eau. Il apporte son concours à l'orientation de la politique nationale de l'eau et de l'assainissement. On referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce jeudi. Les journaux du jour nous sont feuilletés par Aimé Solange Guigma. En question dans les quotidiens du jour, le débarquement de l'avion des caciques du CDP. Le CEFOB dénonce fermement dans le journal Le Soir une volonté d'humilier. Pour l'opposition politique, cette interdiction de voyager a été faite sans production d'un justificatif légal. Par conséquent, de tels agissements relèvent de l'arbitraire, indique aujourd'hui au Faso. Pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, il ne s'agit pas d'un acharnement, mais d'une action qui s'inscrit dans l'intérêt de la nation, une version rapportée par Sidoya. Encore un policier renversé par un usager de la route, peut-on lire à la une de notre temps. La scène s'est passée au rond-point des artistes en face de la pharmacie Dunia, aux 1200 logements. Le pays précise que c'est après avoir refusé d'obtempérer au coup de sifflet d'un premier policier que l'usager a foncé sur les collègues du policier qui l'attendaient. Au final, 2 policiers sont légèrement blessés, mais cette fois-ci, l'usager en question a été arrêté. Actualité internationale, le quotidien nous apprend que le gouvernement malien et les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 se sont entendus sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du Nord Mali. La paix des braves aura-t-elle lieu, se demande bien le pays. Cette fois-ci, explique Sidoya, ce sont les responsables des groupes armés rebelles qui jadis avaient claqué la porte qui ont pris la résolution de revenir dans le processus. Il y a de quoi espérer que le protocole soit parti sur une bonne base et que les cliquetis des armes soient définitivement étouffés dans cette partie du Mali. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Très bonne suite.